On passe à notre chronique, on en parle à présent. Merci d'être avec nous. Hamzat Boukari Yabari, vous êtes historien. Vous êtes l'auteur du livre au titre bilingue Africa Unit, une histoire du panafricanisme aux éditions de La Découverte. Alors, on revient ce soir sur le sommet de l'Union africaine qui a eu lieu en début de semaine à Addis Abeba. On y a parlé du financement, de l'organisation, c'est le thème de notre chronique. Mais d'abord, une question pour mieux comprendre ce qui se passe. Comment est née l'Union africaine? Alors, l'Union africaine est née en 2002. Elle a pris la relève de l'Organisation de l'Unité africaine qui avait été créée en 63 à Addis Abeba. À l'époque, il y avait une trentaine de pays africains qui étaient indépendants, qui étaient en fait divisés sur deux lignes idéologiques. Certains considéraient que les indépendances étaient une finalité, c'est la majorité, et d'autres estimaient plutôt que les indépendances étaient le point de départ d'une nouvelle politique pour aller vers l'unité et le développement du continent africain. Donc cette dernière branche, qui était incarnée par Kwame Nkrumah, s'est trouvée en minorité à Addis Abeba, et donc on a mis en place ce qui est plutôt une organisation qui réunit les différents États et chefs d'État 2 fois l'année à Addis Abeba et dans une autre capitale africaine. En 99, on a estimé que l'OUA avait atteint sa mission, qui était de décoloniser le continent africain. Et donc, on est entré dans une phase un peu transitoire sur fond de revirement au néolibéralisme qui a abouti donc en 2002 à la création de l'Union africaine, à laquelle ont pris part un certain nombre de chefs d'État africains, notamment donc Muammar Kadhafi, Obasanjo, Abdoulaye Wade, Bouteflika, qui ont fait en fait de cette union une sorte de copier-coller quelque part de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, sans vraiment donner les moyens à cette union d'avoir justement cette autorité qui en ferait, qui lui permettrait justement d'avoir les moyens de sa politique. Et donc c'est tout le débat du financement de cette institution qui, pour beaucoup de personnes, est un peu morné du fait qu'elle n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Voilà, d'où la question récurrente à chaque sommet et qu'on se pose à nouveau ce soir. À quand l'autonomie financière pour l'Union africaine? Est-elle possible cette autonomie? Beaucoup de commentaires, Liseland, nous sont parvenus cette semaine. Oui, et des commentaires majoritairement pessimistes. Alors on va aller à Kinshasa pour Stanley clamer sa souveraineté. Si on est incapable de financer à 100% l'Union africaine, ce n'est que pure hypocrisie. Je comprends les donateurs qui demandent des comptes et il dit: je doute même de la concrétisation de cette mesure sur les importations des produits non africains. Alors Hamzat, comment on peut être autonome si on n'a pas d'autonomie financière? Oui, je crois que cette question elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, je pense, une décision d'autorité à prendre. Il est nécessaire que les États africains et l'Union africaine, qui est le résultat en fait de la politique des États africains, comprennent au niveau de leurs dirigeants qu'il est nécessaire de refuser l'aide européenne, chinoise, américaine ou autre. Ce refus de l'aide, je crois que c'est la première décision à prendre. C'est une décision difficile, mais qui n'est malheureusement jamais prise. Dès lors qu'on refuse l'aide, on se met face à ses responsabilités et on comprend que l'on peut faire mieux, voire même plus avec moins. Une fois qu'on a pris cette décision d'autorité, il faut faire justement de ce financement une question de souveraineté. Et la souveraineté passe par le contrôle des ressources et des matières premières du continent africain et par la mise en place de mécanismes. Donc une banque centrale africaine, une monnaie continentale africaine et un marché commun africain dans lequel on pourra justement mettre en place les moyens de cette autonomie financière. Est-ce que justement les donateurs, ils orientent les choix des... Bien évidemment, les donateurs orientent les choix. Donc la meilleure manière de s'en débarrasser d'un point de vue politique, c'est de faire cesser justement ce système de donation qui permet à n'importe qui de financer la construction de tel ou tel bâtiment ou de tel ou tel programme. Donc il faut qu'il y ait un arrêt, un refus d'accepter l'aide étrangère et qu'on comprenne surtout que l'Afrique finance le monde et qu'il est donc anormal que l'Union africaine ne soit pas capable de se financer par elle-même dès lors que le continent finance le reste du monde. Vous parlez de donation, Hamzat Boukari Yabari, donation ou prêt? Alors là aussi c'est très particulier parce que d'une part il y a les programmes qui sont financés par l'Union africaine et il y a le budget de fonctionnement de l'Union africaine dont le budget varie entre 400 et 600 millions de dollars. Donc il y a des investissements qui sont faits du point de vue des États, au niveau des cotisations. Il y a une dizaine de pays qui cotisent de manière assez régulière, mais il faut comprendre que le budget des États mêmes est souvent le résultat de l'aide étrangère. Donc en fait on est dans un système de vase coulissant
sur lequel il faut ajouter également les organisations régionales qui fonctionnent sur un modèle assez similaire à celui de l'Union africaine avec un problème de cotisation. Et donc, par conséquent, il est nécessaire de repenser ce financement. Il y avait deux possibilités. Celle qui a été choisie renvoie au fonctionnement de la Banque africaine de développement, c'est-à-dire une taxe sur les importations. Donc la taxe Kaberuka, alors que notre position pour les militants panafricanistes, ce serait beaucoup plus la mise en place d'une véritable banque centrale africaine et surtout une fiscalité sur tout ce qui sort du continent africain, notamment tout ce qui sort de manière illégale, une fiscalité sur les multinationales, sur un certain nombre de produits qui sortent du continent africain plutôt que sur ce qu'on importe et qui va se répercuter sur les conditions de vie des populations. Alors on va passer à la question suivante, Lise-Laure. C'est un point qui est largement dénoncé par nos internautes, c'est la mauvaise gouvernance. Oui, effectivement, la mauvaise gouvernance. Alors, Jackie à Madagascar a dit que les dirigeants ont une espèce d'absence de volonté politique. Joseph à Ouagadougou nous dit qu'il compte s'éterniser au pouvoir. Alors, la mauvaise gestion, c'est quand même le point central. Est-ce qu'il y a d'autres causes ? Il y a d'autres causes, l'absence d'idéologie, de vision, c'est-à-dire que l'Union africaine n'a pas de critères d'adhésion, comme au nom d'autres institutions comme l'Union européenne où il y a les critères de Copenhague. Donc l'Union africaine réunit l'intégralité des États africains, dont aucun au niveau national ne mène une politique panafricaine digne de ce nom. Donc déjà, ça, c'est un inconvénient de départ. D'autre part, on voit effectivement que l'UA a souvent eu ce surnom de syndicat des chefs d'État et je pense que la mise en place d'une troïka ne va malheureusement pas changer cela dans la mesure où ce sera très compliqué dans certains pays comme le Rwanda où c'est inutile d'organiser les élections dès lors que le président rwandais sera le prochain président de l'Union africaine. On voit dans cette institution une manière pour les dirigeants bien de se protéger et de ne pas se mettre au service des populations. Donc c'est ce débat en fait entre l'Assemblée des chefs d'État et la Commission de l'Union africaine qui doit être tranchée, sachant que ce sont les chefs d'État qui ont le pouvoir de décision et que la Commission ne fait qu'appliquer alors que ce devrait être le contraire. Alors nos téléspectateurs, justement, reviennent sur ce concept, Lise-Laure, du panafricanisme. Oui, très rapidement, il y a Célé à Kinshasa qui regrette presque Muammar Kadhafi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un mythe autour de Muammar Kadhafi ? Alors, il n'y a pas de mythe dans le sens où la Libye avait une politique continentale africaine. La Libye avait mis en place un certain nombre de moyens, notamment dans le financement de cette réforme de l'Union africaine, et permettait aussi de désengorger une partie de la jeunesse que l'on voit aujourd'hui mourir en Méditerranée. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de Kadhafi, en fait, il reprend d'autres projets qui avaient été proposés, soit par Thomas Sankara lorsqu'il évoquait la problématique de la dette, la Libye était souveraine d'un point de vue financier, soit par Kwame Nkrumah lorsqu'il évoquait la constitution de ces fameux États-Unis d'Afrique, où on aurait effectivement une autorité continentale qui mettrait en place des institutions diplomatiques, économiques, monétaires et militaires pour permettre au continent d'avoir les moyens de son autonomie. Mais Kadhafi a été panafricaniste à la fin de sa vie, en fait. Il a été panafricaniste à la fin de sa vie. Ça aussi, c'est la stratégie que l'on voit avec beaucoup de chefs d'État africains actuels qui s'accrochent en fait à ce panafricanisme-là et qui du coup le galvaudent, alors que sur le terrain, on a réellement une attente des populations. Merci. Donc c'est aussi ce paradoxe entre des dirigeants et des populations dont ils sont totalement coupés et peu regardants finalement sur leur devenir. Merci beaucoup Hamzat Boukari Yabara. Merci Lise-Laure Etienne. Et puis merci à vous pour vos nombreux témoignages postés sur notre page Facebook.